volontaire pour être secrétaire de séance. Patrick Romastin, si tu veux bien. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Joël qui nous fait le spectacle. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Pierre-Jean Rochette, Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville a donné pouvoir à Christine Bertin, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Desrory, Frédéric Serret a donné pouvoir à Bertrand Daval, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alfio Guillotto, absent excusé, Valérie Goudfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brunjary, Roland Bost, Georges Thomas, pouvoir à Thierry Hareux, André Barthélémy, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, remplacé par Vivien Brouillat, Christian Cassoulot, remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, pouvoir à Valérie Alvic, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaron, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin. Merci. Roland Bonnefoy, remplacé par Christine Maga, Thierry Gouby. Merci. Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost. Okay, merci. René Avril, Bernard Coutançon, Christophe Basile, Présent. Christiane Baillet, pouvoir à Martine Grivillers, Abderrahim Bentayeb, pouvoir à Catherine Doublet, Jean-Yves Bonnefoy, pouvoir à Jean-Paul Forestier, Pierre Contrino, pouvoir à Gérard Vernet, Bernard Cotier, en retard, sinon pouvoir à Cécile Mariette, Géraldine Dergelet, pouvoir à Cindy Giardina, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix, pouvoir à Pierre Giraud, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivillers, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout, Gérard Barou, pouvoir à Joël Épinat, Michel Robin, Pierre Garbille, Monique Ray, remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard, Patrick Ledieu, pouvoir à René Avril, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sary, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, donné pouvoir à Flora Gauthier, René François, donné pouvoir à Olivier Joly, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, pouvoir à Alain Laurendon, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet a donné pouvoir à Pascal Pelou, Carole Tavitien a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas, Annick Brunel, merci, André Gachet, Christian Soulier, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnat a donné pouvoir à Frédéric Millet, Pierre Drevet, Michael Miomombre, Jean-René Joindel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton a donné pouvoir à Pierre Verdier, Julien Ronzier. Merci. Yves Martin. Sylvie Bonnet a donné pouvoir à Yves Martin, Thierry Hareux, Nicole Pinet, Gérard Peslon. Alexandre Palmier a donné pouvoir à Alban Fontenil, Yves Duport, Hervé Béal. Un retard, ok. Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet et Bertrand Daval. Merci. Merci Patrick. Le quorum est largement atteint. Y a-t-il des questions, des observations sur le procès-verbal du 7 mars 2023? S'il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour, c'est le rapport d'activité. Bien évidemment, je ne vais pas vous le faire dans l'exhaustivité. Vous devrez le présenter dans l'ensemble de vos conseils municipaux. Il n'y a pas de délibération à avoir. Simplement, donc, il est sur votre table, sous forme papier. Il est sur Internet bien aussi. Et on vous a concocté un petit film qui pourrait
permettre au maire de ne pas avoir forcément à présenter lui-même le rapport d'activité. Il dure moins de 2 minutes. Il est, vous allez voir, très pratico-pratique. Donc là, c'est le moment de lancer le film. S'il n'y a pas de questions, après, vous avez, n'hésitez pas, hein, pour tous ceux qui veulent, c'est effectivement très intéressant, peut-être toutes les rubriques pas, mais ceux qui s'intéressent à tout et qui veulent poser des questions, il n'y a pas de souci, on y répondra. Pour les autres points à l'ordre du jour, je laisse la parole à Yves Martin pour des questions de marché public. Bonsoir à toutes et tous. Un seul marché ce soir à l'ordre du jour, la fourniture de documents imprimés, presse, DVD, CD et textes lus pour les 55 bibliothèques et médiathèques du réseau Copernic Loire-Forêt. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande conclu avec des montants minimum et maximum présentés ci-après et répartis en 5 lots. Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations 20% et la valeur technique 80% pour les lots 1 et 2 et le prix des prestations 40% la valeur technique 40% également et le délai de livraison 20% pour les lots 3 à 5. Une clause limitative concernant les lots 1 et 2, un candidat ne pourra se voir attribuer qu'un des deux lots le plus élevé en termes de prix. La durée du marché est de 19 mois à compter du 1er juin 2023 pour la première période, renouvelable 2 fois 1 an pour les périodes 2 et 3. Les 5 lots sont donc le lot numéro 1, livre de fiction et documentaire adultes et jeunesse pour le secteur sud. Il est attribué à l'entreprise De Citre de Lyon. Le lot numéro 2, c'est le livre de fiction et documentaire adultes et jeunesse secteur nord, c'est-à-dire la même chose pour le secteur nord. Et là, il est attribué à la librairie Lavigne Plein Ciel de Montbrison. Vu qu'on a mis une clause limitative, c'est donc Plein Ciel qui récupère ce lot, car De Citre, sinon, aurait eu les deux. Pour le lot numéro 3, c'est le Centre national de distribution de Toulouse. Pour le lot numéro 4, il s'agit des DVD, c'est RDM Vidéo du Val d'Oise. Et pour le lot numéro 5, ce sont les CD et textes lus, collectivité vidéo service de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces marchés, ainsi que toute modification de marché éventuel dans la mesure où elle n'impacte pas le montant des marchés. Et y a-t-il des questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je vais me coller à la délibération numéro 3. Merci Yves pour ton intervention. Sur l'offre de concours voirie, vous avez vu dans la note de synthèse, c'est pas tout à fait, c'est assez exceptionnel puisque dans une priorisation de travaux sur la commune d'Essertines en Châtelneuf, il n'était pas forcément prévu de refaire une route justement. Les riverains qui jouxtent cette voie ont proposé leur concours financier et à la hauteur de la moitié des travaux. Donc, il y a un fonds de concours de la part des riverains de 11 000 € pour accélérer et accepter finalement ces travaux par la commune. J'en excuse Georges Thomas par ailleurs, qui est absent
pour des raisons de santé. Y a-t-il des questions, des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je laisse la parole à Pierre-Jean pour un sujet tourisme. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit de voter la sortie de la convention que nous avions avec VVF sur le village de Saint-Jean-la-Vêtre. Alors, il y a certains travaux qui ont été réaffectés dans la déduction du coût du loyer, notamment au niveau de l'espace bien-être balnéo. Globalement, ça génère une baisse de 6 000 €, une déduction de 6 000 € sur ce qui était prévu dans le versement total du loyer. Avez-vous des questions? Pas de questions, alors on va passer au vote. Si, des questions. Ah, pardon. Pierre Verdier. Ah, vas-y, Pierre. Oui, alors qui c'est qui va prendre le village de vacances alors? Qui va s'en occuper? Alors, merci. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Je suis content que tu sois venu. Alors, il y a une discussion qui est en cours et qui est très avancée avec un groupe qui a déjà un réseau existant pour reprendre le village vacances. Mais j'en dirai plus tard. Les discussions sont en cours. On en parlera quand ce sera signé, parce que moi, j'aime bien parler des choses quand elles sont signées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élus qui sont dans ce groupe de travail sont parfaitement informés de la situation, par contre. OK? Allez, s'il n'y a plus de questions, Pierre, c'est bon? J'ai vu les moustaches frétiller, ça semble bon. Ah non, une autre? Ah, ça rebipe? Non, c'est Non. bon. Bon, OK. Allez, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pierre, pour des sujets sur les déchets. Merci, Pierre-Jean. Et merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, sur les déchets, 2 points. Bon, je vais vous reparler d'une convention à prolonger et à re-signer avec un éco-organisme. Et cette fois, ça concerne effectivement un éco-organisme qui est agréé pour gérer les déchets d'outillage du peintre. Donc, vous voyez que de plus en plus, on fait en amont des tris le plus fin possible pour valoriser un maximum de déchets et éviter qu'ils aillent à l'enfouissement. Bon, cet éco-organisme propose bien entendu de nous fournir pour nos 5 déchetteries les contenants qui seront installés pour récupérer ce matériel-là et une aide de 100 € par an et par déchetterie sur des actions de communication. Donc, il vous est demandé, d'approuver cette convention et d'autoriser le président à la signer. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bonsoir à tous. Ma question, c'est la première, c'est il y a 50 tonnes de déchets détournés du brûlage et en dessous 5,5 tonnes détournées du brûlage. Quelle est la différence? A priori, c'est sur le point numéro 2, donc je ne l'ai pas encore abordé. Si vous voulez bien poser la question, quand on prendra le point numéro 6, là j'en suis encore sur la convention d'éco-organisme au point numéro 5. On peut passer au vote. Sur le point 5, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc maintenant, on en arrive effectivement à la convention broyeurs végétaux. Vous savez que dans notre programme, donc PLP DMA de 2019 à 2025, nous mettons en place des actions pour éviter et délester un petit peu les déchetteries des déchets verts. Donc, pour favoriser en fait le broyage et la réutilisation des déchets verts sur place. Donc, nous avions mis en place un premier contrat avec 4 jardineries sur notre territoire. Bon, après 18 mois, on a fait un premier bilan. Et par rapport à ces 18 mois, effectivement, on avait dans notre convention 2 modèles de broyeurs 30 mm, 45 mm. Et on s'était mis un budget de 16 000 € pour un total de 480 locations, puisqu'on avait 4 prestataires et on était sur 120 locations par prestataire. Le bilan, c'est que 480 locations de prévues, on en a réalisé 250. Et que ces 250, les objectifs qu'on s'était fixés aussi, c'était de détourner des déchetteries et du brûlage plutôt, 50 tonnes de déchets verts.
Et parmi ces déchets verts qui ont été détournés, donc qui sont sortis du brûlage, il y a 5,5 tonnes qui ont été détournées du brûlage sur les 50 tonnes qui ont été évitées. Et il y a un petit équivalent, les 5,5 tonnes détournées du brûlage, c'est l'équivalent d'un peu plus d'un million, près d'1,5 million de kilomètres de diesel. Voilà. C'était ça là qu'il fallait comprendre dans les chiffres. 480, c'était l'objectif, 250, c'est ce qui a été réalisé. Et sur les déchets verts, c'est bien 50 tonnes qui ont été détournées et des déchetteries et du brûlage. Et dans ces 50 tonnes, il y en a 5 à peu près et demi qui étaient auparavant brûlées. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, à force de cette expérimentation, eh bien, nous nous sommes rendus compte avec les prestataires qu'il y avait sans doute des aménagements à faire parce que on va dire les broyeurs 30 et 45 mm souvent ne répondaient pas aux attentes de nos habitants. Ils voulaient des choses plus importantes. Donc, on a modifié un petit peu de la convention. Et ce qui est proposé, c'est effectivement de pouvoir, je vais y arriver, vous inquiétez pas, de pouvoir aller plutôt vers une prise en charge d'un montant forfaitaire par famille et pour 3 locations par an à hauteur de 40 €, et ce qui veut dire que les usagers pourront choisir le type de broyeur qu'ils voudront. Ils auront un crédit de 40 €. C'est limité à 3 par famille et par an. Et du coup, on a aussi voulu simplifier la procédure parce qu'aujourd'hui, il fallait que les gens s'inscrivent auparavant pour réserver et ça posait quelques soucis. Donc maintenant, il suffira que la famille, enfin, l'usager avec un justificatif de domicile, parce qu'on veut quand même subventionner les habitants de notre collectivité, pas forcément ceux du territoire d'à côté. Ce qui veut dire qu'avec simplement un justificatif de domicile, en nous présentant chez une jardinerie qui, nous l'espérons, on aura plus de 4, parce que 4 c'était un peu juste, il fallait chercher quelquefois, il fallait faire 10-20 km pour aller chercher un petit broyeur. On a un réseau qu'on voudrait mailler un petit peu plus, de façon à ce que l'accès à ces broyeurs individuels soit plus facile. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, d'approuver donc ce nouveau dispositif. Bien entendu, si on approuve un nouveau, on abroge l'ancien. Et d'approuver les conventions qui sont jointes, puisque dans les conventions, vous voyez, vous avez vu, ceux qui sont allés, il y a 2 types de conventions. Il y en a une qui concerne les déchetteries, excusez-moi, les jardineries, qui avaient déjà un contrat avant et qui n'ont pas consommé le forfait des 120 locations. Donc, il faut avoir un mode de passerelle entre les deux. Et puis pour les nouveaux, c'est une nouvelle convention. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Merci. Merci Pierre pour ce sujet sur les broyeurs qui effectivement a l'air de plutôt bien fonctionner. Un sujet sur le ressources humaines. Patrick Romestin. Allez, premier point pour faire suite donc à la délibération que nous avions prise en septembre ici même. Nous avions décidé de mettre en place la tarification incitative. Eh bien, il vous est proposé ce soir, pour la mise en œuvre de cette tarification incitative sur notre collectivité, le recrutement de 2 postes. Le premier, c'est un poste de contrôleur de terrain qui viendra compléter notre équipe actuellement en place. Nous avons actuellement 2 contrôleurs. Et un deuxième poste, un poste de chargé de projet sous forme de contrat de projet pour 3 ans. Donc, il vous est proposé de créer un poste de catégorie C sur les grades d'adjoint technique principal 2e classe, adjoint technique principal 1re classe, agent de maîtrise principal pour le premier poste. Et ensuite, le deuxième poste, un poste de catégorie A sur les grades d'attaché ou d'ingénieur pour exercer les missions de chargé de mission. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'un contrat de projet de 3 ans. Ensuite, une création de poste, mais c'est sous simplement la proposition de pérenniser un poste de renfort que nous avons depuis plus de 2 ans sur le musée des Grenadières à Servières. Et donc, il vous est proposé de créer ce poste à temps plein de catégorie B sur les grades d'assistant de conservation du patrimoine, d'assistant de conservation du patrimoine principal 2e et 1re classe. Ensuite, c'est un poste qui concerne le service commun des secrétaires de mairie, suite à l'adhésion de la commune de Sainte-Foy-Saint-Sulpice à ce service. Il convient donc de procéder au transfert de poste de la commune de
Sainte-Foy-Saint-Sulpice à l'agglo et en même temps, la commune de Sainte-Foy-Saint-Sulpice supprimera son poste en commune. C'est le poste numéro 507, donc un poste de catégorie C à 30 heures, soit 0,85 ETP, sur les grades d'adjoint administratif, adjoint administratif principal deuxième et première classe. Et le dernier point concerne une modification d'indice de rémunération sur le poste 219 de médiathécaire référent logiciel, de passer de l'échelon 1 à l'échelon 2. Voilà, y aurait-il des questions ou des remarques sur ce sujet RH? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Une question. Ah, une question. Pierre, vas-y. Oui, c'est au sujet des embauches pour le ramassage des ordures ménagères. Je pense quand même qu'on s'est rendu compte aujourd'hui quand même, dans le concret, le fait déjà de trier, de mettre les plastiques dans les poubelles jaunes, on s'aperçoit que dans les poubelles vertes, il n'y a plus grand-chose. Donc, est-ce qu'il faut continuer toujours ce programme-là qui a été initié, ou peut-être simplement faire des ramassages toutes les 3 semaines ou tous les mois pour les poubelles vertes pour limiter les coûts, par exemple? Ah mais oui, je comprends ta question, mais c'est pas vraiment la question du sujet RH de ce soir, parce qu'on n'est pas sur le ramassage là. Oui, mais je veux dire, une fois que les gens sont embauchés, on se les garde. Hein. Effectivement, oui, effectivement. On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, je rappelle que quand on vous présente des créations de postes comme ça, c'est dans la prospective financière, ça sort pas du chapeau, c'était budgété bien évidemment. Valérie Goudfard pour la participation financière au Fonds Solidarité Logement. Oui, bonsoir à tous. Voilà, c'est reconduire la participation financière pour le Fonds de solidarité pour le logement. C'est un dispositif d'aide à destination des ménages qui rencontrent des difficultés liées au logement. Porté par le département de la Loire, ce fonds permet d'attribuer des aides financières et de soutenir des personnes à faibles ressources. Alors, c'est dans les domaines d'accès au logement, d'aide au maintien dans le logement ou l'accompagnement social. Pour l'année 2022, comme c'est précisé dans la note de synthèse, 479 ménages en ont bénéficié sur 84 communes. Voilà, on peut voir que tout le territoire est bien couvert. Voilà, la participation est toujours de 20 centimes, et ce qui représente 20 centimes par habitant, pardon, et ce qui représente un montant pour Loire-Forêt Agglomération de 22 805,80. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions? Eh bien, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci Valérie. François Madvet pour la cession du bail amphithéotique à la commune de Bouin. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Loire-Forêt Agglomération est amphithéâtre d'une parcelle de terrain de 1903 mètres carrés à Bouin-sur-Lignon. Ce bail amphithéotique a été conclu le 26 juillet 2013 avec l'association paroissiale immobilière de Saint-Vincent-de-Lignon, propriétaire de ce bien pour une durée de 26 ans et 3 mois jusqu'au 30 juin 2039, moyennant une redevance annuelle fixée à 5 €. Cette parcelle comporte un bâtiment à usage de cinéma, elle comporte des salles associatives et un accueil de collectifs de mineurs. Donc, Loire-Forêt Agglomération n'a plus aucune compétence communautaire à exercer dans ce tènement. Il n'a donc plus d'intérêt à être amphithéâtre de ce bien occupé. Et dans un souci de bonne gestion de ses compétences, les services utiles à sa commune, la commune de Bouin-sur-Lignon, souhaite devenir amphithéâtre de ce bien. Donc, la cession du bail amphithéotique sera consentie au prix de 1 €. L'avis de France Domaine a été demandé au 30 juin 2023. Et on vous demande de signer cette cession de bail amphithéotique avec Loire-Forêt et la commune de Bouin-sur-Lignon. Est-ce que ça pose des questions? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Merci François. Retour Valérie Goudfard pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
Voilà, du coup, c'est un avenant au contrat de l'Hacienda. Vous savez que sur le territoire de Loire-Forêt, 4 aires d'accueil des gens du voyage sur les communes de Bonson, Saint-Just-Sarambert, Montbrison, Saint-Cyprien et Sur-Île-Comtal sont gérées par un marché de prestations et de services dont est le titulaire 2G2A, l'Hacienda. Ce dernier a les missions d'assurer la gestion locative, d'assurer la bonne tenue des installations et fournir un compte-rendu de gestion et assurer le lien entre les différents acteurs concernés des aires d'accueil. Le marché, il avait été signé au 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans et dans le marché, dans l'acte d'engagement, il y avait une possibilité de révision de prix de chaque année. Et en fait, normalement, on devrait leur payer 21% de plus dû à l'inflation. Après négociation, ça se limiterait à 10%. Donc, c'est ce qu'on vous propose de signer cet avenant à hauteur de 10%. Y a-t-il des questions? Eh bien, voilà, pas besoin du 49.3. Je vais vous proposer de ceux qui s'abstiennent de s'abstenir. Pas d'abstention, pas de vote contre. Eh bien, parfait. Bonne soirée alors. On poursuit avec Thierry Hareux qui va vous présenter 8 délibérations. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, les deux premières concernent les eaux usées qu'on récupère avec le syndicat des Trois Ponts pour Bonson et Saint-Just-Sarambert. Donc, avant, Saint-Just-Sarambert a été traité par Aqualter. On a récupéré ça au 1er juillet 2022. Et donc, c'est nous qui allons facturer et reverser après au syndicat des Trois Ponts. Donc, c'est la mise en place d'une convention avec Veolia qui gère la station d'épuration du syndicat des Trois Ponts, le syndicat des Trois Ponts et nous. Y a-t-il des questions sur cette première convention? Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Donc, la deuxième, c'est la même chose, mais c'est avec la commune de Bonson. Donc, je ne vous refais pas le laïus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. La troisième décision. Donc, on avait un marché pour la maintenance de notre assainissement avec la MAGE et puis Socotec. On peut maintenant passer par une convention d'assistance. Donc, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place avec le département. Le tarif reste le même parce qu'on était à 80, donc on reste aussi à 80 000. C'est le tarif qu'on avait en 2018, donc ça, c'est pas neutre pour nous. Donc, y a-t-il des questions sur la mise en place de cette convention avec le département? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et après, c'est donc des avenants de marché sur les bassins que nous faisons, bassin restitution, stockage restitution que nous faisons sur les communes de Sailles, Lénieux, Saint-Six et Sainte-Agathe-la-Boutresse. Donc, vous avez 5 avenants à la suite. Si vous faites le total des plus et des moins, on se retrouve, ça fait moins de 1 000 € en plus sur le total des avenants. Donc, le premier avenant concerne le bassin d'orage qu'on a à Sailles-les-Places. Donc là, on a une plus-value de 7 200 €, ce qui nous porte le marché à 566 385. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Deuxième avenant, il est de 13 600 € en plus sur le bassin d'orage de Lénieux, ce qui porte le marché à 492 600 avec une moins-value, pardon, je me trompe. C'est une moins-value de 13 600, ce qui nous fait une économie de 13 600 et un marché qui passe à 492 600. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Encore une moins-value sur le bassin de Saint-Sixte, la Fabrique. Donc, il y a des bassins d'aparté qui commencent à être pratiquement, je pense que fin mai, tout sera mis en place sur tout l'ensemble de ces bassins.
Donc là, c'est moins-value 17 975 €. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Le 4e avenant, c'est un bassin d'orage de Sainte-Agathe-la-Boutresse, là où on a une moins-value de 805 €, ce qui porte le marché à 771 719,96. Y a-t-il des questions sur cet avenant? Donc, nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Eh bien, merci Thierry pour cette présentation synthétique et efficace. Et on va enchaîner avec Jean-Paul Forestier pour des sujets d'économie. Économie, sens affaires économiques. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Deux sujets d'économie. On va sur la zone de Chambaillère à Boin-sur-Lignon pour l'acquisition et la vente. Le premier sujet, c'est l'acquisition d'un terrain. Le deuxième, c'est pour la vente. Afin de répondre à la demande des entreprises en terrain à bâtir sur le secteur de Boin-sur-Lignon, Loire-Forêt envisage d'aménager une zone d'activité à l'ouest de la ZAC de Chambaillère, actuellement classée en zone 2 AUE. La modification du plan local d'urbanisme a été lancée pour ouvrir cette zone à l'urbanisation le 25 mai 2021. Ainsi, nous avons rencontré M. Gaumont Jean-Christophe pour une négociation pour l'achat de son terrain. Il fait une surface totale de 13 887 centières, sachant qu'un centière égale 1 mètre carré, pour un total de 37 023,20. Donc, cette surface, il y a 13 887 mètres carrés, je parlerai en mètres carrés. Il y a deux zones, donc une zone A, récolte de 5 789 qui est achetée à 0,80 €, soit une somme de 4 631, et une zone AUE, 8 098 mètres carrés à 4 € le mètre carré, soit 32 392. L'avis de France Domaine n'a pas été demandé dans la mesure où nous sommes en dessous du seuil de 280 000 €. La forêt agglomération mettra tout en œuvre pour limiter au maximum les délais de réalisation de la vente, s'il y aura un acte administratif. L'acte rappellera les servitudes d'existence, notamment les servitudes de passage en cours de constitution au profit de 2 parcelles. Il vous est donc demandé d'approuver l'acquisition de ces 2 parcelles sur la commune de Boin-sur-Lignon. Y a-t-il des questions? Bonsoir, messieurs, dames. Pardon, je suis là. Quelle entreprise envisage de venir s'installer sur ces parcelles? On n'est pas encore au stade de savoir quelles entreprises on va y avoir. Nous avons un stock de demandes d'entreprises qui seront déterminées en temps voulu. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Merci. Deuxième sujet, la vente d'un lot à la SCI Renault Immo. La SCI Renault Immo souhaite acquérir un lot dans la ZAC de Chambaillère, à Boin-sur-Lignon bien sûr, d'une superficie de 996 mètres carrés. Il s'agit pour le développement de la société Foreloc installée à côté, qui a une activité de location de machines et d'équipements pour la construction. Le projet concerne la construction d'un bâtiment complémentaire de 200 mètres carrés, environ à destination de showroom et bureaux. La présente vente est consentie au prix de 18 € hors taxe le mètre carré, soit une somme de 17 928 €. Ce prix est conforme à l'avis de France Domaine en date du 17 mars 2023. La présente vente comportera des clauses habituelles que Loi Forêt Agglomération impose lors d'une cession de terrain à vocation économique. Cette vente comportera également des servitudes relatives à l'état des lieux et les servitudes de passage existantes seront adaptées en fonction de la concentration avec les fonds dominants. Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver cette vente. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Jean-Paul. Peut-être rappeler à cette occasion
la dynamique et l'attractivité de Loire-Forêt en matière d'économie, puisque le vice-président en charge de l'économie, il a un listing de stock de demandes d'installation d'entreprise ou d'agrandissement ou de déménagement qui est assez conséquent. Et il nous faut aménager au mieux dans un contexte de sobriété foncière. Bon courage, Jean-Paul. David Buisson, pour notre syndicat de la Fourme. Ah, Pierre Verdier, tu voulais dire quelque chose? Je profite de l'occasion pour avoir des informations sur la mise en place du tourne à gauche à cette zone, parce que je pense que c'est la clé un peu d'activité. Donc, où on en est? On en est à attendre l'avis du commissaire enquêteur. Voilà, l'enquête publique, on en est là. David Buisson. Oui, chers collègues, bonsoir à toutes et tous. Donc, ce soir, sur le point 21, il s'agit concrètement d'approuver la convention et d'autoriser et d'approuver la subvention entre le syndicat de la Fourme de Montbrison et Loire-Forêt Agglomération. Au niveau du syndicat de la Fourme, aujourd'hui, Loire-Forêt accompagne cette structure depuis de nombreuses années. Le syndicat aujourd'hui, c'est quoi et ça sert à quoi? Je vous fais un rapide rappel. Concrètement, le syndicat de la Fourme, c'est un ODG, un organisme de défense et de la gestion. Il a plusieurs volets pour accompagner la filière lait, notamment sur la fourme. Le premier, c'est le suivi et l'agrément des producteurs. Le deuxième, c'est le contrôle et le respect de l'application du cahier des charges. Le troisième, c'est l'agrément des fromages pouvant bénéficier de l'appellation. Le quatrième, c'est l'adaptation éventuelle des conditions de production, notamment quand il y a des particularités qui se passent sur l'année civile, notamment quand il y a des problèmes d'affinage ou des crises. Également, la recherche de solutions en cas de problème par rapport à l'application du décret. Et pour terminer, la promotion et la communication sur l'ensemble de la Fourme de Montbrison. Aujourd'hui, le syndicat de la Fourme, c'est 58 exploitations, c'est 7 opérateurs de transformation. Sur le tonnage, en 2022, c'est 688 tonnes de fourme qui ont été produites. C'est un peu moins que 2021. On était à 733, mais ça reste cependant l'une des meilleures années au niveau de production. Donc, il s'agit ce soir concrètement d'accompagner le syndicat depuis de nombreuses années, comme je vous l'ai dit, à travers une convention sur 3 années, 2023, 2024, 2025, et d'attribuer une subvention de 35 000 €. Donc, il vous est proposé ce soir au Conseil communautaire de bien vouloir donc d'approuver la convention d'objectifs qui a été mise en annexe et de moyens entre Loire-Forêt Agglomération et le syndicat de la Fourme de Montbrison, AOP, pour la période 2023, 2024, 2025, d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention pluriannuelle et tout document s'afférent, et également d'approuver l'attribution d'une subvention de 35 000 € au syndicat de la Fourme de Montbrison AOP au titre de l'année 2023. Pour votre information, avec la région et le département, on est l'un des principaux financeurs et soutiens de cette structure. Est-ce qu'il y aurait des questions? On va pouvoir passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Bon, je vous remercie pour la filière lait et pour la Fourme de Montbrison. Merci David. On poursuit avec des sujets finances et Olivier Joly qui a de bonnes nouvelles. Présentés comme ça, ils vont s'attendre. Non, non, on n'a pas de pièces d'or dans les poches, non, non. Faut pas s'emballer. Non, la première délibération, je suis déjà désolé de vous la reproposer, mais on va redélibérer une deuxième fois sur ce qu'on a déjà délibéré en fin d'année sur le vote des taux de nos fiscalités directes locales, parce que en fait, on a été retoqué, on n'avait pas fait ça dans la même délibération la dernière fois, et ils veulent une délibération unique qui reprenne et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière bâtie, non bâtie et la CFE sur la même délibération. Donc ça change rien parce qu'on a déjà délibéré sur ces montants, sur ces taux, mais il faut le refaire à nouveau. Donc, et je vous rappelle d'ailleurs que depuis 2019, nos taux sont inchangés sur ces différentes lignes. Donc la taxe d'habitation pour les résidences secondaires est de 9,84, la taxe foncière sur le
les propriétés bâties de 2,22, sur la propriété non bâtie, c'est de 2,14 et la CFE de 25,8. Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions à passer au vote, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. C'est le contrôle de l'égalité qui sera content. Je garde le micro, Président, pour le sujet suivant qui est le fonds de soutien aux communes. Alors, on a quelques modifications à apporter. D'une part, vous le savez déjà, j'en avais parlé dans une conférence des maires aussi, suite au contrôle de l'égalité, on a été retoqué sur l'enveloppe numéro 1 qui correspond à l'enveloppe aux communes de moins de 500. Et on n'a pas le droit de mettre les actions de cohésion sociale, donc nous devons adapter notre règlement pour retirer les actions de cohésion sociale de la rédaction donc du règlement. Et puis on en profite pour apporter quelques petites évolutions, entre autres d'introduire la possibilité de financer sur l'enveloppe numéro 1 des opérations de travaux d'investissement. Ça permettra donc aux communes de moins de 500 habitants qui bénéficient de cette enveloppe de ne pas mobiliser l'enveloppe 3 sur ces projets-là, et puis de pouvoir puiser en complément sur cette première enveloppe. D'introduire aussi la possibilité de financer sur l'enveloppe 2 l'acquisition de gros matériel ou équipements. De préciser aussi que les travaux en régie qui sont réalisés seront éligibles au fonds de soutien sous réserve du respect de l'instruction comptable, donc qu'on les ait bien enregistrés comme il faut dans les comptes de la commune. Et de préciser enfin que seules les études qui sont payées après le 1er janvier de cette année sont éligibles, pas celles qui étaient avant. Voilà, donc c'est quelques petites améliorations. On a établi un règlement, c'est normal, c'est le début, on adapte les quelques petites lignes qu'il faut. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Le point suivant de l'ordre du jour, justement, c'est l'attribution des premières aides. Et honnêtement, on est agréablement surpris, effectivement, parce que vous avez tous globalement répondu à l'appel. Je vous rappelle que les 3 millions d'euros qu'on a mis sur ce fonds d'aide sont bien le fruit du travail collectif, des économies qu'on a tous fait pour pouvoir se dégager des marges de manœuvre. Et effectivement, c'est bien de voir l'aboutissement aujourd'hui de la première redistribution sur les différents dossiers qui ont été présentés. Alors, ont été présentés 26 dossiers, 23 ont été retenus. Alors, les 3 qui ne sont pas retenus pour l'instant, c'est qu'ils n'étaient pas complets ou mal calculés. Ça me permet de faire une aparté entre nous pour dire que quand vous montez un projet et que vous voulez solliciter un fonds d'aide, n'hésitez pas à appeler Gilles Poméon pour vous accompagner dans la rédaction de vos délibérations de conseil ou du montage du dossier. Ça évitera de perdre du temps ou de revenir après auprès de vous par rapport à des éventuels problèmes qu'il peut y avoir, notamment sur, vous savez, les 80% maximum qu'on ne peut pas dépasser, hein, par rapport et puis également sur le fait que Loire Forêt ne peut pas, sur un projet, donner plus que le montant que la commune verse également. Si vous avez des doutes aussi, vous avez des délégués de secteur aussi. Hein. Il y a Gilles Poméon, mais les délégués de secteur qui sont là pour... Alors, 23 projets qui sont retenus. Sur les 23 projets, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a 7 projets qui n'avaient aucune aide. Ça veut dire que si le fonds d'aide n'avait pas été sollicité, il n'y avait pas d'aide à côté. Ces 23 projets, ils vont toucher aussi bien l'enveloppe 1, l'enveloppe 2 que l'enveloppe 3. Et l'ensemble de toutes les aides qui sont attribuées sur ces différents projets s'élève à 282 077 €. Donc sur les 3 millions, on est déjà à près de 10%, à 9,5% de consommation des différentes aides. Et puis, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que on a beaucoup de sollicitations. Alors, vous l'avez vu dans... Ah, c'est un dossier qui est arrivé en retard. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on touche tous les types
d'aide, hein. On va du gros matériel type tracteur à Merle-Léniec, par exemple. Ça aide au financement. On a la création d'un site internet pour la commune de Sainte-Foy-Saint-Sulpice, l'acquisition d'un véhicule technique pour la commune de Saint-Jean-Jean-Couzan et pour la commune de Ligneux, de l'équipement en matériel informatique pour Débat Rivière d'Orpra, des achats de jeux pour enfants pour la commune d'Unia ou la construction d'un local voirie à Périgneux. Donc vous voyez que c'est très très éclectique et vous avez le détail qui vous a été mis dans la note de synthèse. Tous ces dossiers ont été validés en comité de pilotage et ils vous sont soumis ce soir à votre approbation. Donc, effectivement, Président, on peut parler d'une bonne nouvelle. On a mis en place un fonds d'aide et les communes se sont tout de suite approprié ce sujet pour les aider à investir, acheter et améliorer leur commune. Y a-t-il des questions? Pierre Verdier. Oui, donc j'aurais voulu savoir simplement si c'est une première vague, est-ce qu'il y en aura d'autres pour cette année ou ce sera que la prochaine? Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre vague qui est déjà prévue. On avait dit qu'on réunissait la commission au fil de l'eau, donc honnêtement, quand on arrive à 15-20 dossiers, on réunit la commission, oui. Donc généralement, on s'était dit qu'une fois tous les 3 mois, une fois par trimestre, ça serait le bon rythme. Donc si tu as des choses dans le... Ah, ça ressemble à l'alerte enlèvement. Donc voilà, une fois tous les trimestres en règle générale. Fais gaffe, hein, Pierre, si ça se trouve, c'était pour toi, hein, l'alerte. Hein. Pas d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité, pour vos collègues, parce qu'ils vont pouvoir profiter maintenant de cette aide. Merci Olivier. Et on aborde tranquillement les derniers points à l'ordre du jour, notamment un point important sur notre territoire que sont les aires de covoiturage. Éric Lardon. Oui, donc important bien évidemment, puisque d'une part c'est une volonté de l'agglomération, mais c'est également la loi LOM qui a rendu obligatoire l'élaboration d'un schéma de développement des aires de convoiturage pour les autorités organisatrices de mobilité comme nous. Donc l'agglomération en 2017, sous la conduite du vice-président en charge des mobilités de l'époque, Christophe Basile, avait donc lancé la programmation pour aménager 2 ou 3 sites par an sur la période 2018-2022. Et aujourd'hui, c'est 14 espaces de convoiturage qui sont en service. C'est près de 340 places de stationnement qui sont identifiées, qu'on peut retrouver sur le site et la plateforme Internet de Loire-Forêt Agglomération. Et c'est accessible, bien sûr, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La mise en place donc de ces aires de convoiturage faisait partie donc des éléments identifiés dans le cadre du plan de mandat, de notre plan de mandat. Donc on a sollicité les communes sur 34 sites qui avaient été proposés. Le COPIL a proposé d'en retenir 29, de les hiérarchiser en fonction de certains critères qui sont notés dans la note, et de découper les sites en 2 sections, à savoir un aménagement plus lourd qui correspond à 9 sites et des aménagements légers sur 20 sites. Je rappelle que l'enveloppe budgétaire annuelle est de 50 000 € pour l'aménagement des aires de convoiturage. Je ne vais pas revenir sur les critères, hein, ils sont dans la note. Simplement pour préciser que sur les 20 sites en aménagement dit léger, c'est des espaces de convoiturage qui sont plus ou moins aménagés, mais parfois de manière un peu sauvage. C'est sur des parkings souvent qui sont existants. Ils ne demandent pas énormément d'investissement, ça nécessite généralement de la signalisation, du marquage de places et de panneaux de convoiturage. Donc, c'est une gestion plutôt simple et une exploitation aussi simple. Les aménagements un peu plus lourds, ça demande souvent une ingénierie pour des travaux qui sont justement plus conséquents. Donc,
où on associe les services, que ce soit notamment les services de LFA sur la voirie, parfois sans lien également avec des partenaires extérieurs, ça peut être le département par exemple, ça peut être essentiellement le département d'ailleurs, et on va en recherche de cofinancement, soit des cofinancements de l'État, mais de la région, et notamment du Fonds vert, où on a sollicité justement des financements. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que le maître d'ouvrage, c'est Loire Forêt sur les aménagements, la réalisation des permis d'aménager, la recherche des subventions, je viens d'en parler. On assure donc la coordination avec les services en interne, assainissement, la voirie, je l'ai dit. Et voilà, donc parfois il existe des conventions entre Loire Forêt et les propriétaires de sites. Et ceux qui ont été identifiés pour la période 2023 en aménagement lourd, il s'agit donc de Saint-Marcelin au Farges. C'était une zone qui était utilisée de manière sauvage, qui est le long de la RD 498, donc qui rentre complètement dans les objectifs du contrat d'axe avec les services de l'État, notamment pour désengorger le nœud de la Guyonnière. Donc ça, c'est un des fléchages qui sont prévus pour 2023. Sur les aménagements légers, on a en 2023 Chandieu, Montbrison et Vette-sur-Arzon. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il nous a demandé dans ce rapport de valider ce schéma de développement des aires de convoiturage pour la période 2023-2027 et d'autoriser le président à signer tous les documents à intervenir sur ces aires de convoiturage. Voilà, président. Je ne sais pas si ça suscite des observations. Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur les décisions concernant les décisions du président? Non. Le prochain conseil communautaire est le mardi 16 mai à 19h30. Et je vous rappelle la réunion des référents PLUI le mardi 18 avril à 19h30. J'insiste un peu sur ces référents PLUI qui ont un rôle extrêmement important pour mener à bien le PLUI à 87. Mardi 18 avril, 19h30, au siège de Loire-Forêt. On privilégie grandement le présentiel. On a même prévu un petit verre d'amitié après. Donc ceux qui seront en distanciel, voilà, c'est mieux en présentiel. Et on a des explications vraiment très concrètes à vous donner. Merci à vous, la séance est levée.